Bonjour et bienvenue Maureen. Merci Bonjour. d'avoir trouvé un temps dans ton emploi du temps pour qu'on arrive à se réorganiser, sachant que tu avais déjà fait l'exercice, donc je te remercie infiniment de réitérer. Merci Merci à beaucoup. toi. Et tout le monde te dit bonjour dans les commentaires, ça c'est top. Donc Bonjour à tous. Maureen est neuropsychologue, spécialisée. Bah vas-y, présente-toi. Dis-nous dans quelle spécialité tu es. Alors moi, je suis neuropsychologue spécialisée chez l'enfant et la parentalité au sens large. Je travaille exclusivement en libéral depuis maintenant 5 ans et du coup, j'accompagne les enfants et leurs familles dans les démarches d'évaluation diagnostique, notamment dans les troubles du neurodéveloppement, donc TDAH, TSA, voire d'autres troubles du neurodéveloppement. Et j'accompagne et je propose aussi du coup de la guidance parentale, de la psychoéducation et de la remédiation cognitive. Ah, voilà, Voilà. la guidance parentale, c'est ça qui me manquait. Donc j'ai eu un petit doute, j'ai eu peur de dire une ânerie. J'ai préféré que tu le dises toi, du coup. Non, non, c'est bien. Euh, et donc j'ai demandé à Maureen, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai demandé à Maureen de se poser elle-même 5 questions. Alors pourquoi je fais ça avec mes invités? Parce que je trouve que ça facilite l'échange et peut-être qu'il y a des questions auxquelles ils aimeraient répondre et qu'on leur pose très rarement. Et donc on va pouvoir commencer cette interview avec la première question que tu t'es posée. Maureen, straight to the point, hein. On n'a pas le temps, on va droit au but. Donc, Allons-y. est-ce tu te demandes qu'est-ce que la neuropsychologie spécialisée chez l'enfant? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Je pense qu'effectivement, une définition s'impose pour tous les parents qui sont présents. Alors en fait, j'ai posé cette question parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement dans les questions que je t'ai envoyées. C'est vraiment des questions qui me reviennent assez souvent Ah oui, d'accord. et c'est assez drôle entre guillemets parce que finalement c'est le sujet en fait la thématique d'aujourd'hui c'est ça a été une des questions que j'ai eues par une famille ce samedi. Donc en fait Ah oui, finalement c'était c'était c'est hyper intéressant de rebondir là-dessus parce que je me dis, mais en exactement. fait, elle a les questions, cette maman. C'est ça, exactement. À Et propos, donc, quoi. ouais, bah voilà. Et la neuropsy, du coup, chez l'enfant, alors en fait, c'est une spécialité qu'on acquiert finalement, je dirais, davantage avec l'expérience. Alors maintenant, dans le cursus et le parcours pour devenir psychologue spécialisé en neuropsychologie, on propose de la neuropsychologie chez l'enfant. Mais concrètement, l'expérience, moi, je l'ai acquise avec l'expérience professionnelle que j'ai eue auprès d'un public enfant. Et en fait, c'est principalement l'évaluation finalement des fonctions cognitives chez l'enfant. Alors, on peut avoir des enfants qui vont présenter des difficultés dans les apprentissages, des enfants qui vont présenter une suspicion, voire un trouble du neurodéveloppement qui a été diagnostiqué par un médecin, ou des enfants qui ont présenté des pathologies neurologiques acquises comme un traumatisme crânien, AVC, voire épilepsie. Et donc, on est sur l'évaluation des fonctions cognitives, mettre en avant les forces et faiblesses cognitives de l'enfant pour pouvoir s'appuyer sur son profil et pallier aux difficultés justement. Et donc, proposer un accompagnement pour, voilà, en Ok. fonction, et s'ajuster en fonction des besoins des enfants. Alors, du coup, je sais que pour beaucoup de parents, le fait de parler de fonction cognitive, ça reste assez vaste, en fait. Ouais. Sans rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, comme si on était dans ton cabinet, qu'est-ce que c'est que les fonctions cognitives, s'il te plaît? Alors, je dis les fonctions cognitives, elles sont principalement celles qui nous aident au quotidien à raisonner, notamment le langage, la mémoire, l'attention, Hmm. le raisonnement, le traitement visuel de l'information et après, si on pousse un peu plus loin, les fonctions exécutives au sens large. Ok. Voilà, ça donne déjà une base. Donc, Ouais, quand tu reçois un jeune ou un enfant pour qui on se pose des questions, tu évalues toutes ces capacités-là avec des c'est ça. bilans bien spécifiques. C'est ça. Des bilans Ok. qui sont normés et standardisés et qui permettent d'évaluer du coup les différentes fonctions cognitives. Et tu vois, ça nous permet de glisser comme ça, bon an, mal an, sur ta deuxième question. Quelles sont les différentes prises en charge en neuropsychologie? Et du coup, bah,
toi, tu rentres dans les prises en charge, tu rentres les bilans, parce que tu m'as énuméré des Ouais. exemples. Et donc, dans prise en charge, tu rentres les bilans. Pour toi, un bilan, enfin, pour les professionnels, un bilan, c'est une prise en charge en soi. Alors, en fait, c'est pas tant une prise en charge, ça va être plutôt une ligne de base, finalement, D'accord. à la prise en charge qui pourrait avoir par derrière. Par exemple, on peut demander, une orthophoniste ou une psychomotricienne ou un ergothérapeute peut demander un bilan neuropsychologique pour justement ajuster sa prise en charge en fonction du coup du profil cognitif qui en ressortirait. D'accord. Si par exemple, vas-y. Non, vas-y, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Si par exemple il y a une rééducation finalement sur enfin en psychomotricité sur la motricité fine finalement, est-ce qu'il n'y a pas derrière d'autres difficultés cognitives qui font que par exemple parfois la prise en charge met du temps, enfin les comment dire, Les outils les, la, transmis mettent du temps à être acquis, c'est ça? être acquis, tout à Ouais. fait. Et du Ok. coup, on se pose la question de s'il n'y a pas une difficulté plus spécifique sous-jacente. D'accord. Ok. Et du coup, les bilans que tu utilises, parce que tu vois, ça revient, ça y est, les parents commencent à s'instruire un petit peu, ils entendent, mais ils Mhm. viennent avec des noms qu'ils maîtrisent pas. D'ailleurs, à l'école aussi, hein, les psychologues scolaires souvent viennent, tentent même de faire passer le WISC, par exemple, où on entend des choses qui sont incroyables. Donc, toi, les bilans que tu utilises, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors chez l'enfant, quand il n'y a jamais eu de bilan réalisé par exemple par une psychologue scolaire, justement, un WISC, donc un bilan psychométrique, on le réalise en amont pour justement évaluer tout le fonctionnement cognitif global, pour après pouvoir aller évaluer de façon spécifique une autre fonction cognitive à l'aide de d'autres tests. Donc, Donc, par exemple, de base, on peut utiliser un bilan psychométrique. Chez le tout petit, on peut parler de la WEPSI en dessous de 6 ans. Après, on a le WISC 5 qui va du coup de 6 à 17. Et ensuite, la VICE chez l'adulte. Et ce bilan psychométrique, c'est le fameux QI finalement. hmm. Alors nous, c'est pas tant les chiffres qu'on va rechercher, mais vraiment la répartition des notes. Est-ce que le profil est hétérogène, il est homogène, et quelles sont les forces et les faiblesses qui ressortent de ce profil? Donc, en gros, ce que je comprends, c'est que en fonction des profils, on va souvent avoir besoin du WISC en départ et d'un autre bilan pour compléter justement bah, tout euh, en gros, le profil que vous cherchez à établir pour Tout à bien fait. parler des bonnes prises en charge, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors pas toujours, c'est pas systématique un bilan spécifique Mhm. en dehors du WISC par exemple, mais le bilan psychométrique c'est notre ligne de base et c'est celui sur lequel on peut s'appuyer. Alors il y a certaines personnes qui diront que c'est pas nécessaire, qu'on n'en a pas besoin, etc. Mais c'est ce qui permet quand même. Déjà c'est un outil qui est indispensable à fournir parfois auprès de la MDPH pour pouvoir faire des demandes spécifiques quand elles sont scolaires. Et du coup, on s'appuie. Enfin moi en tout cas, je me sers de cet outil quand il y a une démarche d'évaluation diagnostique pour un trouble spécifique. Ouais. Euh, mais on ne part pas systématiquement sur un bilan quand on va voir un neuropsychologue. C'est-à-dire que des fois, j'explique aux familles que le bilan ne nous servirait pas à grand-chose tout de suite dans le quotidien et que Mm. c'est pas sur ça qu'on va travailler en premier lieu. En premier lieu, ouais. Ouais. Alors, il y a à Bavardage, donc c'est Caroline, tu sais, je crois que vous vous connaissez, qui est psychologue certifiée ABA, qui te dit, est-ce que tu peux confirmer qu'il y a des règles de standardisation à respecter dans le WISC? Puisqu'on parle du WISC, du coup, est-ce que tu peux le confirmer? Alors oui, je confirme. D'ailleurs, c'est un des outils, voilà, normés et standardisés. C'est pour ça que c'est un des outils sur lesquels on peut s'appuyer. J'explique justement toujours aux familles, et c'est pour ça que je parlais de psychoéducation dans les autres questions. Mm. Mais pour comprendre la démarche d'évaluation diagnostique et de mettre du sens sur pourquoi on fait une évaluation, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va en tirer, je parle de cette standardisation. L'idée, c'est Mm. de comparer les performances de l'enfant à une moyenne des enfants de son âge. Oui, donc je me permets du coup de faire le Ouais. point pour rappeler aux personnes qui sont présentes dans les commentaires. Quand on parle de standardisation, ça veut dire que normalement le WISC, il est tel qu'il est fait pour justement être pertinent dans ses résultats. Donc normalement, quand on dit qu'il est standardisé, on ne l'adapte pas. Il n'est pas fait pour être adapté. C'est ce que tu veux dire par là aussi, je pense, Caroline, en effet.
Donc, quels sont les types de prise en charge du coup en neuropsychologie? On a parlé des bilans, mais il n'y a pas que ça. Alors du coup, à la suite d'un bilan, moi, ce que je propose, du coup, je parle en mon nom parce que ça Ouais. dépend aussi finalement des sensibilisations de chacun, des formations de chacun Hmm. et du public aussi. Je propose donc de la guidance parentale, des séances de psychoéducation, des programmes qui soient adaptés du coup aux parents. C'est vrai que je travaille beaucoup dans le domaine de la parentalité parce que finalement au fur et à mesure de l'expérience et de l'accompagnement des enfants et des familles, puis avec ce qui ressort aussi ces dernières années en termes de recommandations de la Haute Autorité de Santé, Ouais. c'est que pour mieux accompagner son enfant, il faut aussi comprendre son fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment un des travaux que je propose avec les familles. Ça, Et c'est top. également, en parallèle, du coup, des séances de remédiation cognitive, mais que moi, on va dire que j'adapte finalement en fonction des besoins et je travaille aussi beaucoup en psychoéducation. Donc, il y a remédiation cognitive de certaines fonctions cognitives sur lesquelles, voilà, on va essayer de travailler, booster. Mais mon objectif vraiment ultime, c'est la transposition et c'est de travailler avec la famille sur des outils qu'on peut développer au quotidien qui vont l'aider directement, qui vont les aider directement. Et de ne Donc, pas rester au cabinet à travailler, par exemple, la mémoire de travail uniquement, par exemple. ouais. On sait aujourd'hui que ça n'a pas... Donc, tu fais de la transmission de compétences, sans parler de formation. La Ouais, guidance parentale, ça n'est pas du tout tout à une fait. formation, mais du coup, tu fais de la transmission de compétences et de concepts pour que justement, au domicile, on reprenne un petit peu ce que vous faites au cabinet pour faciliter les acquisitions, voire même les accélérer. Tout à fait. Voilà, c'est ça la guidance. Donc c'est un indispensable, c'est-à-dire que ça, en gros, ça place quand même le parent en co-thérapeute. Oui, alors c'est vrai qu'on dit toujours. Enfin, moi, j'ai travaillé près de 8 ans dans un CAMS, dans un centre d'action médico-sociale précoce. Et c'est vrai quand le jeune enfant est tout petit, hein, c'est moins de 6 ans, donc 0,6 ans, on veut pas que le parent il ait forcément la fonction de soignant ou autre, mais finalement le quotidien c'est ce qui se fait. Enfin, le Ouais, parent devient parfois soignant à essayer d'adapter, de mettre en place des outils, des choses. Et donc finalement, c'est ça, c'est d'être au centre finalement de la compréhension du fonctionnement de l'enfant et que le parent ait une vision un peu différente pour aussi déculpabiliser parfois certaines choses qui sont développées qui fonctionnent pas et que ça n'a pas, comment dire, que ce n'est pas dû à une mauvaise éducation ou à un mauvais parent, c'est juste que mmh, l'enfant fonctionne différemment. mmh. Par exemple, là, ce matin, on m'a envoyé la vidéo d'une maman qui, encore une fois, affiche son enfant. Voilà, il revient d'un IME, elle le filme vraiment la caméra en face, donc il est autiste, et elle lui dit: «Qu'est-ce que tu as fait en IME?» Il vient de passer sa journée en IME, il arrive le soir, il est rincé, et il lui dit: «Qu'est-ce que tu as fait en IME?» Donc lui, il a une réponse plaquée, et elle lui dit: «Non, tu es un menteur», et elle le déclenche. Donc ça, dans ton accompagnement, tu vas expliquer aux parents que bah, l'enfant, en gros, je traduis si je comprends bien, que l'enfant n'est pas en mesure, après une journée en IME, de Tout à se fait. souvenir de ce qu'il a fait et que c'est pas qu'il ment, c'est juste qu'il n'est pas capable tout de suite de retranscrire. Ouais, tout à fait. C'est vraiment sur on va dire des événements du quotidien en général quand on travaille en psychoéducation, enfin en guidance parentale, sur les difficultés que rencontre le parent au quotidien. En fait, Ouais, on parle de ça finalement. C'est qu'est-ce qui est, de quoi avez-vous besoin? C'est quelles difficultés vous rencontrez au quotidien, qui n'est oui, peut-être pas la même pour un autre parent avec un enfant qui présente aussi, par exemple, un TSA ou un TDAH. Et en effet, on apporte on va dire d'autres pistes, on va dire, c'est un peu de l'analyse fonctionnelle et là on rejoint un peu oui, les TCC. Mais du oui. coup, sur comment m'ajuster face au comportement de mon enfant et par anticipation, du coup, qu'est-ce que je peux faire de différemment, pardon. Voilà. Donc on est d'accord que ça fait, enfin réellement, on tourne en rond, mais on le dit de plein de manières différentes, mais réellement, c'est indispensable pour le parent de suivre cette guidance parce que ça l'aide à mieux comprendre la Ah mécanique oui, de son ouais. cerveau. En plus, tu te bases sur les bilans que tu fais, donc on Oui, sait encore mieux la mécanique du cerveau de l'enfant en particulier
pour justement dans le quotidien lui permettre des apprentissages du quotidien parce que le fait par exemple de débarrasser la table ou le fait même de s'alimenter ou Exactement. tous les actes du quotidien que le parent transmet à son enfant en temps normal, ordinaire, là ça se fait différemment et grâce à la guidance parentale, bah, ça se fait de manière pédagogique. Ouais. C'est vraiment d'améliorer finalement le quotidien et de mieux comprendre pour mieux accompagner en fait. C'est toujours finalement cette phrase qui ressort, mais on est vraiment dans de l'éducation parentale en fait. Oui, Finalement, face à un enfant qui a un fonctionnement différent encore une fois. Donc on oui. n'a pas les règles, on n'a pas de notice d'ailleurs pour aucun enfant, mais on va pas trouver finalement la solution à cette famille dans un livre ou sur internet enfin voilà, facilement. Oui. Donc ça demande vraiment cette analyse personnelle, individuelle quoi. Ouais. Alors, je me permets de faire un petit point parce que je vois des questions dans les commentaires. Alors, de manière générale, on va essayer d'avancer quand même sur les questions de début de live. Et après, il y aura une foire aux questions. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez en poser. On regardera toutes vos questions. Toutefois, quand même, si vous êtes vous-même TSA ou TDAH, donc autiste ou TDAH, ou vos enfants le sont, comme l'a dit ma modératrice, donc Amy, on va pas pouvoir vous dire en live fais ci, fais ça. La seule chose qu'on pourra vous dire éventuellement, c'est va voir une neuropsychologue ou va voir une psychologue spécialisée ou va voir un Exactement. professionnel de santé spécialisé qui va t'accompagner personnellement et qui va t'aider à comprendre. Aujourd'hui, on est là justement pour expliquer le métier de neuropsychologue dans ce domaine-là précisément, donc c'est très très ciblé pour que vous compreniez le caractère indispensable de vous faire accompagner par une ou un professionnel de santé spécialisé, comme Maureen justement. Donc, si vous êtes venu pour qu'on vous dise, voilà, au détour d'un commentaire, bah, et tu devrais peut-être mettre un pull jaune, non, ça marchera pas. C'est pas du tout ce qu'on va vous dire. Merci beaucoup, du coup, Maureen. On enchaîne sur ta prochaine question. Alors, si, quand même, j'ai une autre question vite fait. La Ok. psychoéducation. Est-ce que tu peux nous la définir, s'il te plaît? Parce que même pour le parent, psychoéducation, c'est un peu abstrait. Donc, est-ce que le fait que tu fasses de la guidance parentale, c'est de la psychoéducation? Alors, alors moi, oui, je le vois en ce sens. Alors, on peut avoir guidance parentale, surtout finalement. Parfois, il y a des familles qui vont consulter le psychologue ou le neuropsychologue sur. Mais là encore, on est sur de la psychoéducation. En fait, la psychoéducation, ça serait vraiment de comprendre finalement le fonctionnement cognitif et comportemental et d'ajuster finalement le comportement du parent face au comportement de l'enfant. D'accord, Je me vois ok, plus dans ce cycle de parentalité finalement, comment je m'ajuste face au comportement de mon enfant, en d'accord, fait. Alors, d'accord, dans la psychoéducation, on peut l'avoir sur tous les domaines finalement, donc les domaines que ce soit cognitif, émotionnel et comportemental. Cognitif, si on cherche à comprendre un trouble du neurodéveloppement, émotionnel, si en effet on a un trouble anxieux, l'enfant a un trouble anxieux, le parent sait pas du tout comment gérer dans telle situation, bah, on va le guider là-dessus en fait finalement. Bon là on est sur le TCC et comportemental, bah ça rejoint finalement le trouble du neurodéveloppement si on est sur le TDAH, TSA. Mais on peut avoir aussi cette, on va dire, psychoéducation comportementale dans les TCC également, pas uniquement neuropsychologie. merci. Et comme me dit Caroline, il y a un glossaire dans les recommandations. Alors, je précise à toutes les personnes qui sont présentes, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont accessibles à tout le public, tout le monde. Donc, si vous avez cette curiosité, vous n'hésitez pas à aller les consulter. Et il y a un glossaire qui redéfinit les termes, donc moi-même, j'irai voir. Après tout, je vais continuer de m'instruire. La prochaine question, c'est est-ce que c'est systématique la remédiation cognitive? Du coup, là, on va avoir besoin. Ça va aller? C'est très bien, je vais bien. J'ai eu la tête qui tourne un peu, mais ça va sinon. Aucun problème. Alors, est-ce que tu peux, avant de nous parler comme ça de remédiation cognitive, est-ce que tu peux nous faire, nous expliquer la différence entre, alors, nous expliquer ce que c'est que la remédiation cognitive brièvement, pareil, comme quand on est dans ton cabinet, nous expliquer ce que c'est que la thérapie cognitivo-comportementale et du coup, bah, peut-être qu'on pourra voir les différences entre les deux.
Alors en effet, donc la remédiation cognitive, en général, c'est proposé par le psychologue spécialisé en neuropsychologie. C'est vrai que ça demande une formation qui est spécifique sur entraîner finalement le cerveau et les fonctions cognitives. Donc mettre en avant des forces et des faiblesses et pallier aux faiblesses en justement entraînant soit les forces qu'on a mis en évidence à l'aide de bilan, ou à travailler du coup les fonctions cognitives, on va dire lésées, affaiblies, justement pour les booster, créer d'autres réseaux neuronaux pour compenser, pallier en fait cette difficulté. Donc Donc en fait, ça part du principe, quand on va s'orienter vers la remédiation cognitive, ça part du principe que le cerveau, il aurait fait des ouais. connexions qui sont pas fortuites. Et du coup, tu vas un peu le rééduquer à la manière d'une C'est ça. rééducation kiné, quoi, Ouais, mais du coup psychique, ouais, c'est pour ça. faire les bonnes connexions, c'est ça? Alors, en fait, alors j'explique souvent aux familles, je prends toujours l'exemple du cerveau et on va dire d'un réseau neuronal. Et au lieu de prendre l'autoroute, bah finalement, dans certains troubles du neurodéveloppement, on peut s'imaginer que bah il prend en fait toutes les nationales et que finalement la notion, il va réussir à la développer, mais qui va prendre plus de temps et qu'on va Ouais. pas y accéder par le même moyen d'accès qu'on va trouver par exemple à l'école, hein, c'est telle méthode, il faut l'appliquer, bah, mais ça rentre pas. Oui, mais on se Mm. rend compte qu'en fait, il peut avoir la réponse, mais en passant par d'autres choses. Et en Mm. fait, on va du coup mettre en avant finalement le fonctionnement de l'enfant, comprendre son propre fonctionnement et pallier à cette difficulté d'accès finalement à une notion, à un apprentissage. Alors, en rééduquant, le mot rééducation, c'est vrai que c'est parfois, comment dire, c'est pas Galvaudé. toujours vrai. Parce Ouais. que, voilà, en fait, parce qu'il y a parfois certaines notions, on sait que dans les troubles, alors 10, on les dit plus maintenant, mais les troubles spécifiques du langage écrit, par exemple, ça a un manque d'automatisation. Mm. Donc, on sait que l'enfant peut avoir besoin de rééducation orthophonique, si on veut, toute sa vie, en fait. Mais Ouais. pour, du coup, développer des outils, lui donner des techniques, justement, pour pallier à sa difficulté. Et en fait, D- là, c'est la remédiation cognitive, finalement. Ok, super. Et du coup, alors, la différence avec la thérapie cognitivo-comportementale, parce que on a l'impression que c'est à peu près la même chose finalement, non? Alors c'est pas tout à fait pareil. Ce sont finalement en neuropsychologie et en TCC, on se rejoint vraiment sur l'aspect évaluation et répercussion comportementale, les courants behavioristes finalement qu'on va retrouver dans les pays anglo-saxons. Mm. C'est très comportementaliste. On peut faire de l'analyse fonctionnelle, on va comprendre le fonctionnement du cerveau, on va s'adapter. Dans les TCC, thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale, hein, des fois ils ajoutent un E, TECC. Ah, je savais pas. Ah tiens, j'apprends un truc, je suis contente. C'est nouveau, ça fait quand même quelques années. Bon, on dit toujours TCC, mais c'est vrai que on peut voir apparaître TECC, thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale. Et là, Mhm. ça va être plus, en fait, finalement, de travailler sur les schémas de pensée. En fait, les TCC, ça va être comment dire, une approche une branche de la psychologie clinique. On n'est pas sur de la neuropsychologie. Et donc, Mm. c'est de la psychologie clinique et c'est l'accompagnement, en fait, de l'enfant et du patient par le biais d'une psychothérapie, un suivi psychologique, pour, par exemple, de l'anxiété, des phobies, syndrome dépressif, etc. Et on va travailler sur les schémas de pensée, c'est-à-dire faire D'accord. comprendre au patient Mm. que comment fonctionne son anxiété, sa phobie. Mais ça, on peut le faire aussi enfin, ça reste on peut le faire en psychoéducation, par exemple. Ouais, d'accord. Et alors du coup, parce que là, il y a plein de professionnels aussi qui viennent maintenant sur TikTok, et qui disent bon bah les TCC, c'est que pour le TDAH. Alors, voilà, il y a débat. Il y a un débat qui est sous-jacent. La TCC, on nous dit que c'est que pour le TDAH. Du coup, moi, j'ai relayé cette information aussi. Et que, TDAH, c'est remédiation cognitive. Attends, non, c'est TCC pour le TDAH. Et pour l'autisme, remédiation cognitive et TCC. Alors, bah, du coup, même pas. En fait, en fait, TCC, ça pourrait être pour tout à partir du moment où la personne, l'individu en tant que tel, présente une difficulté psychologique. Du coup, développe des difficultés dans la régulation émotionnelle, comportementale, qu'on va observer dans le TDAH, Mhm. dans le TSA,
dans d'autres troubles du neurodéveloppement, mais aussi sans avoir de troubles finalement cognitifs ou neuropsychologiques, je peux présenter une anxiété, un syndrome dépressif, une bipolarité, peu Ouais. importe, je peux finalement bénéficier de cette TCC. C'est vraiment sur l'aspect psychologique. D'accord. D'ailleurs, moi, je travaille vraiment on va dire, on est complémentaires. Je dis toujours aux familles, quand je fais un bilan à visée diagnostic, je dis toujours à visée diagnostic, hein, parce qu'on ne pose pas à nous seuls le diagnostic. Euh, TDAH. Ouais. Alors oui, tout en vert, ok, on est d'accord, on a statué des besoins, on va mettre en place des outils, des aides pour les aménagements, que ce soit scolaire ou familial. On va travailler en guidance parentale, proposer par exemple le programme d'entraînement aux habiletés parentales Barclay, qui est Ouais. spécifique au TDAH. Mais si l'enfant présente un trouble anxieux, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en lui, des troubles du sommeil, etc., ça, c'est de la TCC. C'est-à-dire D'accord. qu'on ne pourra pas nous régler par le biais de la compréhension du TDAH ces troubles-là finalement qui sont psychologiques en fait finalement. Ok, donc alors, si je comprends bien, Barclays, moi j'ai toujours envisagé Barclays comme étant une TCC, mais pas du tout finalement. Barclays, Alors c'est en pas fait, du tout une TCC. alors c'est pas du tout une TCC, mais ça on pourrait l'inclure dedans parce qu'en fait c'est compliqué. Mais en fait Russell Barclay c'est un Américain qui a fait toutes ses études, c'est un scientifique qui a fait toutes ses études sur le TDAH et l'accompagnement des enfants qui présentent ce trouble finalement d'opposition provocation ou TDAH ou Oui. fonctionnement similaire. Hmm. Et en fait il a une comment dire un regard en fait finalement behavioriste. Il est américain. Il a adapté finalement son modèle à un modèle TCC. On fait de l'analyse fonctionnelle dans Barclay, donc c'est juste aussi. D'accord. Mais ce n'est pas d'une TCC, on va dire que c'est un programme psychoéducatif. Ok. Behaviorist, ça veut dire, pour les personnes qui sont dans les commentaires, ça veut dire comportemental. D'accord? À l'instar de l'ABA, qui est très connu désormais en France. Pareil, Barclays, c'est alors purement destiné aux personnes TDAH, mais comportemental, une visée comportementale. Dans les commentaires, quelqu'un nous dit, alors, et la TCC est donc adaptée au TDAH, si j'ai bien compris. Donc, Oui. effectivement, en fait, c'est adapté à tous les profils en fonction de leurs besoins, Bah oui, tout à fait. tout simplement. Ouais. Voilà. Ok. Et, ouais. Et du coup, on peut faire remédiation cognitive et TCC Oui. en fonction des besoins, donc ensemble. Par exemple, ensemble. Là, par exemple, alors la question s'est posée. J'ai vu une jeune fille qui présente un trouble, on va dire, alors un TND. Elle est plus sur, enfin, ça pourrait être le multidis d'avant, mais trouble spécifique de langage écrit, de langage oral. Donc, il y a Hmm. possiblement une dysphasie, un TDAH associé, mais moi, je pense secondaire aux difficultés, certes. Et on parlait des fonctions exécutives. On parlait du coup finalement du besoin en fait. Alors il y a de l'anxiété majeure. Donc là j'ai parlé des TCC parce que le Oui. trouble anxieux prend tellement une place importante dans la vie de l'enfant que il faut pouvoir la soulager. Et un enfant anxieux va présenter des difficultés semblables à un TDAH aussi. Donc Oui, pour d'accord. pouvoir aller rééduquer entre guillemets, accompagner l'enfant et sa famille, il faut aussi qu'on puisse faire un peu le tri dans toutes les fragilités. Et la remédiation cognitive, on en a parlé parce qu'il y a un trouble de mémoire de travail. Donc Oui. on peut la travailler, la rééduquer au quotidien, alors que ce soit en remédiation cognitive au cabinet avec des exercices adaptés à la mémoire de travail, transposables à la maison avec des objectifs précis. Mais encore une fois, si on soigne pas, entre guillemets, on n'accompagne pas la jeune fille dans son trouble anxieux, ben, on peut rééduquer, mais l'enfant n'est pas disponible à Voilà. cette rééducation. Et donc là, on en a parlé sur les TCC, la remédiation pourrait, oui, c'est complémentaire. Mais encore une fois, il faut qu'on choisisse vraiment, que ce soit le bon moment aussi pour tout faire. Il faut prioriser, comme vous le savez. Il y a des familles qui ont des emplois du temps très chargés. Ouais. Et aujourd'hui, la priorité, par exemple, pour cet enfant, c'est la TCC. Même si le trouble de mémoire de travail est invalidant parfois, mais... Donc, en gros, en fonction des personnes que tu vas avoir en thérapie, il va falloir, si je résume bien, il va falloir déterminer grâce aux outils de bilan que tu utilises notamment, il va falloir que tu fasses une thérapie sur mesure et pour savoir si tu vas commencer par s'il y a besoin des deux thérapies, remédiation cognitive ou TCC, et tu vas aussi déterminer s'il y a besoin
de commencer par la remédiation pour s'appuyer sur de bonnes bases et ensuite aller vers la TCC en complément, ou l'inverse. Ou l'inverse. Tout à fait. D'où le caractère indispensable d'aller consulter un neuropsychologue dans le cadre des thérapies. Ouais. Ouais. Euh, et donc, alors, est-ce que tu te poses comme question, est-ce que c'est systématique la remédiation cognitive? Donc ça, on vient déjà de bien en parler, donc c'est pas systématique. Et la fréquence des séances de remédiation cognitive. Donc ça se pose comme question, effectivement. À quelle fréquence on peut mettre en place des thérapies en remédiation cognitive? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent parce que du coup, comme je viens de le dire, là finalement, certaines familles ont déjà beaucoup de rééducation au quotidien et à la semaine. Et alors on ajoute ça s'il y a une fratrie, s'il y a des activités extrascolaires, s'il y a l'école, s'il y a du travail. Enfin voilà, les emplois du temps sont très chargés et la fréquence se pose régulièrement. Et en fait, c'est vraiment en fonction des objectifs fixés au départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fréquence comment dire établie pour chacun. L'idée c'est que c'est comme tout, si on se base sur ABA par exemple, hein, mais c'est dit tout le temps finalement. Ouais. Il n'y a pas, c'est pas si on se voit une fois par semaine, 1 heure à faire ça et que l'enfant rentre et qu'il n'y a plus rien à la maison et qu'on n'en reparle plus. On peut faire ça des années, 1 heure par semaine et on verra pas grand chose non plus apparaître. Et du coup, c'est pour ça que finalement, alors moi j'ai une question là-dessus. Est-ce que toi aussi, tu proposes par exemple des professionnels vers lesquels l'orienter pour le suivi, par exemple psychologue spécialisé. Si tu préconises l'ABA pour une thérapie, des psychologues spécialisés certifiés ABA, éducateurs spécialisés ABA, c'est ce que pour prendre le relais dans la Oui. semaine finalement, parce que Ouais. déjà normalement les prises en charge à l'heure, elles sont moins chères avec une éduque. Et Tout à fait. surtout, bah, c'est leur métier de faire que Ouais. la machine roule, c'est ça? Tout à fait, ouais, ouais. Donc si, alors moi je suis un peu démunie dans mon secteur, mais si j'y parviens et que je trouve des personnes compétentes et sur qui, voilà, je sais que les familles peuvent compter, bien évidemment, c'est ce qu'il faudrait. Alors je suis transparente aussi auprès des familles en leur expliquant ce que j'ai de dire, c'est que on va travailler ensemble. Par exemple, on va partir du besoin des parents et de l'enfant. Qu'est-ce qui Oui. au quotidien te pose le plus de problèmes? De toute façon, on ne pourra pas travailler sur tout de Mm. suite, tous les jours. Et du coup, si par exemple c'est j'arrive pas à faire mon sac tout seul, j'oublie tout le temps des affaires. Pourtant maman elle me dit qu'il faut que je le fasse. Le parent dit oui mais à son âge il devrait faire seul. Du coup je vais le laisser faire. Sauf que en psychoéduc là on va expliquer que peu importe l'âge qu'il a aujourd'hui, c'est un besoin qu'il a d'être guidé et que du coup on peut développer des outils justement qui vont l'aider à s'autonomiser au quotidien, par exemple des listes, etc. Et c'est ce type d'outils qu'on va travailler ensemble, développer ensemble. Alors il faut que ça parte aussi de l'enfant avec sa famille et on va se revoir à distance. 2 semaines par exemple, en fonction du planning des familles, je reste disponible entre deux pour ajuster en fonction et on se revoit. Est-ce que l'outil que vous avez mis en place fonctionne? Est-ce que ça a pris, pas pris? Et en général, je mets plus de 2 semaines, enfin, je mets au moins 2 semaines parce que j'ai expliqué ça justement samedi. C'est qu'en une semaine, on sait que ça passe trop vite, une semaine. Bah oui. Et il y a des familles qui me disent, mais j'ai pas eu le temps, en fait, finalement. Donc, Ouais. Et puis tranquille. il y a des outils qui sont contre-productifs. Par exemple, bah, typiquement nous, on a eu l'ABA d'emblée. Moi, j'ai démarré avec une psychologue certifiée ABA et elle venait une fois toutes les 3 semaines parce que j'avais pas encore, tu vois, le Oui, dossier MDPH, etc. Donc elle venait et elle me forme, enfin, elle me faisait plus que de la oui, psychoéducation. ouais, C'était, ouais. voilà. Mais il y a des outils qui étaient quand même assez contre-intuitifs. Par exemple, rien que de mettre en place le planning visuel à l'époque, hein, c'était il y a Mhm. 11 ans en arrière, c'était quand même un exercice parce que c'était l'enfant qui devait aller au planning, Oui, tout sachant que à là, fait. on part de très loin. Donc, il y a des choses qui sont quand même très lourdes à mettre Tout à fait. en, en route au quotidien. Et c'est vrai que le soutien d'éducs formés, ou Mhm. même peut-être d'éducs pas tout de suite formés, mais qui suivent elles-mêmes la Oui, psychoéducation en même temps, avec tu vois, les recos, ça peut aider. ah oui, tout à fait. Donc effectivement, le quotidien, c'est un indispensable. C'est ce qu'on dit souvent, hein, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que quand tu accompagnes les parents dans leur guidance, c'est parce que justement, dans les actes du quotidien, il faut mettre en place les outils que vous travaillez au cabinet. Mhm. Et ça, Mhm. c'est un indispensable. Donc la fréquence, finalement, ça va être aussi,
en fonction des besoins, du coup. Ouais, en fonction des besoins, en fonction des possibilités des familles, quand il y a déjà beaucoup de prise en charge. C'est-à-dire que je dis toujours aux familles de pas s'ajouter une pression supplémentaire qui va venir aussi impacter la qualité du lien avec l'enfant. Mm. En se disant ben oui si on doit aller à ce rendez-vous et puis du coup on doit développer ça à la maison et puis en fait le planning à la maison il change pas hein. Tous les jours on doit se Ouais. lever aller à l'école aller au travail aller machin et en fait on ajoute une difficulté supplémentaire parfois aux familles et je rejoins sur la lourdeur de certains outils à mettre en place et parfois du coup ça prend du temps et finalement le parent est hyper investi comprend la dynamique etc et là on peut le faire plus régulièrement par exemple en fonction des besoins et des demandes finalement. Et comme on est sur la fréquence, du coup, me vient une question. Est-ce que ça t'arrive de constater que là, le jeune qui est en thérapie, bon, par exemple, les parents sont super investis, du coup, ça devient de l'intensif au domicile, peu importe, et tu le vois vraiment un peu essoufflé d'avoir toute cette somme d'informations qui arrivent et de nouvelles compétences qui Mmh. arrivent. Mmh. Est-ce que à ce moment-là, tu dis, bon, là, on va faire une pause pendant quelques Ouais, semaines, tout à fait. continuer comme ça, mais on ne se voit pas avant Ouais. 3 mois, 4 mois? C'est ça. En fait, ça m'arrive régulièrement, notamment quand j'ai des familles qui m'arrivent pour Barclay, donc le programme Oui. d'entraînement zélité parental. L'enfant est TDAH, un trouble d'opposition avec provocation. Le quotidien est devenu parfois très difficile. Les parents sont parfois en épuisement parental, en burn-out parental, ou à la limite d'eux. Et du coup, là se pose la question de se dire, est-ce que justement, on va ajouter donc ce programme, par exemple, qui est, on se dit à ce moment-là, indispensable pour l'enfant et sa famille, mais Oui. c'est toujours la métaphore du masque à oxygène, c'est-à-dire que si le parent n'est pas disponible non plus à pouvoir mettre en place des outils ou à comprendre ça différemment, on lui ajoute une charge. Ouais. Et du coup, en effet, ça se questionne réellement, vraiment sur en toute bienveillance justement d'accompagnement des familles. La métaphore pour information, pour les personnes qui sont dans les commentaires, la métaphore du masque à oxygène, c'est que la norme de sécurité dans les avions, c'est que en cas d'accident, on préconise aux parents de mettre d'abord le masque à oxygène sur eux et ensuite de s'occuper de leur enfant parce qu'il n'y a que eux pour sauver leur enfant. Donc il faut que le parent soit d'abord capable et ensuite sauver l'enfant. Euh, Ok, ouais, donc effectivement. Alors, du coup, on a parlé de remédiation cognitive et de la fréquence et tout ça, mais c'est pareil pour les TCC, finalement. Oui, alors les TCC c'est différent, mais c'est fixé. C'est le thérapeute aussi là qui va fixer pour le coup sa fréquence. Ouais, Je pense d'accord. que comme en fait c'est un peu différent. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'urgence en neuropsychologie hein, sur la remédiation, etc. On se dit que plus tôt c'est fait, mieux c'est pour le cerveau qui est en cours de développement et en développement pour la plasticité cérébrale. Mhm. Mais dans les TCC, je vais pas parler à la place de mes collègues psychologues, mais la fréquence, elle peut être plus rapprochée de façon systématique. Mm. Mais on peut aussi avoir avec des objectifs précis en fonction de l'âge de l'enfant. Si l'enfant est très jeune, aller voir un psychologue toutes les semaines et discuter, enfin ça, on peut vite tourner en rond en fait. L'enfant, il fait ce qu'il peut avec son âge de développement aussi Ouais, pour gérer, par exemple, son anxiété. oui. Donc oui, ça peut être plus espacé. Mais en général, voilà, la fréquence, elle reste différente, mais c'est encore une fois en fonction des besoins. Et après, ça va dépendre aussi de la capacité de la famille à faire intervenir, je présume, donc d'autres professionnels, parce que si on a un combo idéal neuropsychologue, psychologue spécialisé, éduc, du coup, on peut espacer aussi les séances. Ah oui, bah Et oui, dans oui, ces oui. cas-là, d'ailleurs, dans ces cas-là, vous pouvez vous concerter, enfin, c'est Ouais. facile de vous concerter entre professionnels et d'établir une stratégie ensemble? Alors, si on a un réseau, entre guillemets, et on a des réseaux Oui. finalement qu'on se construit, donc oui, il y a des patients qu'on arrive à voir en commun, pour lesquels on passe relais, on se concerte, on discute. Là, récemment, j'ai une psychologue clinicienne avec qui je travaille bien, qui m'a justement envoyé une jeune fille qui a un trouble anxieux et pour qui elle se questionne justement d'un TDAH sous-jacent. Ouais. Et là, en fait, pour la suite de sa prise en charge, elle a besoin de ce bilan en fait attentionnel parce qu'elle se rend compte que la mise en pratique des outils qui sont proposés, bah ça prend pas alors que ça fait quand même au moins 2 ans de suivi. Donc Ouais. il y a
Voilà, et donc on se concerte, on en discute et on voit les profils qui ressortent et c'est hyper intéressant et enrichissant. Et d'ailleurs, ce serait, j'ai envie de le dire, hein, mais c'est pas forcément le cas en libéral, mais indispensable pour un enfant qui a une prise en charge pluridisciplinaire. On Oui, devrait pouvoir tous se contacter et échanger sur la situation dans l'intérêt de l'enfant et de sa famille. oui, donc Maintenant, dans la réalité, c'est c'est différent. Enfin, faut savoir se coordonner et tout. Mais en tout cas, exactement. que les familles favorisent le lien entre les professionnels parce que l'équipe pluridisciplinaire, c'est un indispensable. Voilà. Chacun son expertise complémentaire Ouais. et les stratégies, quand on se coordonne finalement, parce qu'il n'y a pas que les professionnels que j'ai cités, il y a aussi les orthophonistes, les psychomotes. Donc, si entre neuropsychologues, orthophonistes, psychomotes et ergo, vous pouvez comment dire, vous avez l'opportunité créée par la famille de vous concerter pour une meilleure stratégie thérapeutique, c'est quand même bien. Mhm. Je dis ça plutôt, toi tu le sais, c'est plutôt pour les personnes qui sont dans les commentaires que je dis T'inquiète. ça. Juste, je vous rappelle que dans quelques instants, vous allez pouvoir poser vos questions. On a une foire aux questions qui est prévue. D'abord, on explique le métier de neuropsychologue, les enjeux de la neuropsychologie face au TDAH et au TSA. On parle exclusivement de ça sur ma chaîne parce que bah, je ne suis pas du tout informée sur les autres TND ou sur les autres aspects. Donc voilà, c'est très, très niche chez moi, très, très niche. Euh, Avant-dernière question. Sous quel format on travaille une remédiation cognitive? En remédiation cognitive. Ben, c'est un peu ce qu'on a Ce qu'on a discuté dit. Ouais. finalement, la fréquence, le format. Alors moi, je propose différentes choses. Donc il y a au cabinet pour certaines fonctions et on travaille surtout sur la métacognition. Donc la prise de conscience de l'enfant de son propre fonctionnement et de ses difficultés pour la mise en place d'outils finalement pour pallier à ça. Euh, en- oui. Et en fait, tu utilises l'autodétermination pour ça? Ah, Ou pas? oui. Oui, Ouais. ok. En fait, on discute vraiment des limites finalement que l'enfant peut ressentir, observer sa propre difficulté. Parfois, ils arrivent, alors quand ils se dévalorisent pour tous, c'est difficile de cibler, mais Ouais. quand ils arrivent finalement à dire, bah oui, mais là, par exemple, j'ai un énoncé, je parviens pas du tout à comprendre pourquoi j'arrive pas à lire, j'arrive pas à me mettre au travail, j'arrive pas du tout à commencer mon exercice. Donc on parle des fonctions exécutives et une fois qu'on l'établit ensemble, on utilise un support et là on se dit bah là par quoi on va commencer en fait. Qu'est-ce que tu Ouais. ferais? Dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire différemment? Et tu utiliserais quoi pour faire différemment? Et du coup on va chercher en fait le raisonnement de l'enfant aussi, hein, mais Et comment ça se passe face à une personne qui est non oralisante, déjà, avant de parler de non-verbal? ouais. Non oralisante, s'il n'y a pas de Alors moyen de com. Alors, du coup, là, ça va être plus compliqué. C'est là où, en individuel, finalement, je dirais pas que c'est pas pertinent, mais c'est pas, comme je disais tout à l'heure, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines au cabinet qu'on va développer une compétence. Donc Ouais, là, on travaille au travers des parents en psychoéducation, en guidance parentale. Et c'est ouais, en triade, finalement. C'est dire, ben, à ce moment-là, comment vous le mettez, par exemple, au travail? Qu'est-ce qui se passe? Quelle manifestation il a, qu'est-ce qui lui plaît pas, est-ce que vous arrivez à cibler ce qu'il peut cibler, etc. Et mm, on travaille de la sorte finalement. ok. Donc voilà, le parent est un indispensable Bah oui, co-thérapeute, ça, tellement. il faut vraiment qu'on en ait tous conscience. Ouais. Et, Euh, oui, Et, et du coup, donc il y a l'aspect donc au cabinet, l'aspect psychoéducatif finalement avec le parent, et parfois je peux proposer finalement alors des petits stages ou des petits ateliers finalement avec un enfant ou plusieurs enfants qui présentent un même trouble. ouais, Du coup, par exemple, pour travailler les fonctions exécutives, alors sous forme ludique, établir une liste de courses, aller chercher les courses, revenir, cuisiner les crêpes, etc. Enfin voilà. Et là, on travaille finalement sur un peu du quotidien, de l'autonomie, et puis sur aussi, finalement, la prise de conscience au travers ce petit atelier de, en fait, finalement, est-ce que j'aurais pu faire différemment? Est-ce que finalement, de quoi j'ai besoin? Et ça, on peut le retransposer à la maison. Tu vois ce qu'on a fait aujourd'hui avec toutes les aides, les outils. Tu peux le repartir avec à la maison et faire avec maman, papa, mamie, peu importe.
Mais du coup, ça, voilà, c'est un autre aspect finalement qu'on peut proposer. C'est à peu près à l'instar des groupes d'habileté sociale. C'est à peu près les mêmes Tout à choses, des fait. mises en Ouais. situation où très très très. Je savais pas que ça existait. Ça c'est top de le savoir. Alors, ça Euh, existe. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais en ouais. tout cas, on travaille les fonctions exécutives, on travaille les habiletés sociales. En groupe, c'est génial. Du coup, quand il y a plusieurs enfants, Ouais. TDAH, l'impulsivité, l'inhibition, enfin, les retours des autres sur bah, pourquoi tu fais ça, pourquoi t'as acheté ça, et donc le feedback que ça envoie sur bah ouais, oh je suis en colère, j'arrête tout et je m'en vais. Bah non, on va rester, on va continuer. Et là, on explique, tu sais pourquoi t'as réagi comme ça, et du coup, on met du sens sur le comportement de l'enfant. Il y a Ouais. moins de culpabilité à avoir ce comportement et les autres comprennent aussi. Ah, ça t'est Exactement. déjà arrivé, etc. Enfin, donc La il pratique, y a c'est pas. super en fait. L'apprentissage par la pratique, par Ouais. l'exercice, c'est vraiment un des meilleurs apprentissages pour les enfants qui ont, enfin pour les personnes même qui ont un TSA ou un TDAH. C'est vraiment l'angle le plus pertinent. Et finalement, ta dernière question, elle a été un peu répondue hein, depuis tout à l'heure parce que ta dernière question, c'est en psychoéducation. À quel moment on se dit qu'il faut participer à un programme d'entraînement aux habiletés parentales? Ouais. C'est à peu près Ah, la même chose. À quel oui. moment? Alors à quel moment? Donc c'est vrai que je dis toujours aux familles au moment où on rencontre une difficulté au quotidien avec son enfant. Alors ça je dis toujours aux familles, tout le monde en rencontre. Tous les Ouais. enfants présentent à un moment donné des comportements difficiles, des comportements voilà compliqués au domicile. Tous les parents sont un jour mis en difficulté face à une réaction ou un comportement de son enfant. La Mm. seule différence, ça va être la fréquence d'apparition de ces comportements. C'est-à-dire que, bah oui, en fait, oui, une fois ou deux, ça lui arrive de faire des crises quand il est pas content, machin, ok. Bon, une fois ou deux, Mm. est-ce que, bah, dans votre quotidien, ça pose problème? Bah non, finalement, c'est une fois ou deux. Et puis, il y a le parent qui arrive et en fait, finalement, bah, dès qu'il se réveille, ça va pas. Dès que je lui propose le petit-déj, ça va pas. Avant de partir, c'est compliqué. Le midi, je récupère, c'est l'enfer. Je récupère à 4 heures jusqu'au coucher. C'est horrible. On sait plus quoi faire. On a tout essayé. C'est la fameuse phrase. Et Ouais. du coup, c'est voilà, c'est de se dire que bah finalement là il y a un besoin. Donc à ce moment-là, on réfléchit ensemble est-ce qu'on débute ou pas cette prise, cette psychoéducation, hein, cette guidance parentale. Et il y a aussi parfois quand les enfants viennent en bilan, on réalise le bilan, il y a cette suspicion de TDAH et il y a ces fragilités. C'est pas une difficulté au quotidien, mais le programme, et ça fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est qu'il est aussi proposé en prévention de éviter l'épuisement parental, d'éviter que les comportements se dégradent, en tout cas pour permettre aux parents d'avoir une compréhension globale de l'enfant. Ça, c'est important, la prévention, en effet, Bah oui, d'anticiper les essoufflements. c'est C'est ça. important parce que une fois qu'on est essoufflé, c'est difficile de se dire, je vais encore devoir aller faire un effort pour apprendre de nouvelles choses pour justement être capable de mieux respirer. Toujours dans ma métaphore du souffle. Donc, effectivement, la prévention, c'est indispensable. C'est bien qu'il y ait eu aussi cette conscience-là aussi par la Haute Autorité de Santé de le préconiser Ouais. auprès de tout le monde, quoi. C'est ça. Maintenant, dans les faits, alors j'ai des parents qui arrivent hein, en me disant, voilà, mon fils a été diagnostiqué TDAH. Alors, on a fait le bilan, il vient de diagnostiquer TDAH. On m'a parlé de Barclay, qu'est-ce que c'est, etc. Des parents sont très partants et ça va. Et il y en a d'autres, et ça c'est tout à fait aussi normal. Parfois, on pourrait même nous se poser la question, finalement, bah oui, mais en fait, le quotidien, ça va quand même, il n'y a pas de besoin. Bah, en Ouais. fait, je dis, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. On va pas non plus aller travailler quelque chose où il n'y a pas de besoin. Ouais. Mais la dernière séance finalement de bilan au moment où on en discute, ça reste quand même l'explication du trouble et l'impact qu'on peut observer au quotidien. Mais on Mhm. parle de trouble encore une fois que si j'ai un réel, si ça vient troubler mon quotidien. En fait. Oui, oui. Sinon, Oui, ok. Alors, attends, 2 secondes. Juste, c'est bon, les amis, vous pouvez, parce que moi j'ai une question là, du coup. Vous pouvez nous poser vos questions. La foire aux questions est ouverte. N'hésitez pas. Alors, j'ai vu qu'il y a des personnes qui essayaient de monter. Je ne fais monter personne, puisqu'on est en interview. C'est écrit juste là. Donc, la seule personne qui a le droit d'être à côté de moi, c'est Maureen, du coup. Voilà, neuropsychologue et qu'on interroge un peu, on essore l'information parce qu'on a besoin de comprendre. Moi j'ai une question, du coup, pourquoi Barclays c'est pas adapté à l'autisme?
Alors en fait, ça pourrait être adapté à l'autisme, mais tu vois, je le travaille depuis maintenant des années, hein. Je suis formée depuis au moins 7 ans. Et en fait, finalement, au fur et à mesure de mes groupes, alors c'est ça qui est hyper intéressant parce que on se rend compte de enfin, on s'améliore au fur et à mesure des groupes de toute manière. Oui. Et les mécanismes en fait cognitifs chez une personne qui présente un TSA peuvent être différents quand même d'un TND. Et Oui. du coup, les outils, en fait, les postures parentales qu'on va proposer aux parents, si ça ne prend pas, ça ne fonctionne pas, ça ne dépend pas non plus que du parent. Enfin, il y a l'enfant qui va forcément, en fait, on fait sur de l'analyse fonctionnelle, les antécédents. Hein. Mon comportement va avoir Oui. une Oui. influence sur le comportement de l'enfant va réagir, comment moi je vais réagir. Et Oui. donc, dans le TDAH, voilà, on a ce côté trouble de l'attention, fluctuation de l'attention, dysrégulation de l'attention, dysrégulation des émotions, comment je réagis, comment je m'ajuste. Mais dans le TSA, on a parfois des mécanismes un peu différents qui font que on doit ajuster à ce moment-là. Mais c'est possible. Là, actuellement, j'ai une famille en Barclay. L'enfant était entre deux, TDAH, TSA. Il y a des choses qui sont difficiles à prendre et je pense qu'elles sont dues plus au TSA qu'au TDAH. Et on a juste le support, en fait. On a Ouais. juste les renforçateurs, le renforcement. On parle beaucoup de renforcement positif. Mhm. On utilise des renforçateurs, mais on sait que dans l'autisme, les renforçateurs, on doit et on peut les utiliser facilement pour toutes les tâches Pour attendues. motiver, ouais, pour motiver les Motiver. tâches. Mm. Là, on va cibler, par exemple, les tâches. Et du coup, la différence, ça va être si ça fonctionne, madame, faites-le pour tout, en fait. Ouais. En gardant ce tableau unique, par exemple, sur lequel on travaille. Le tableau dont tu parles, c'est le tableau du comportement. Comportement. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est le tableau ABC du comportement. Voilà, D'ailleurs, je c'est sais pas ça. pourquoi on l'appelle ABC, parce que c'est ABCD, normalement. Mon autisme, il a dit pourquoi. Alors, je réponds moi vite fait à NJ. Et l'éducateur ABA intervient-il dans le cas du TDAH multidis sans autisme? C'est moi qui vais prendre cette réponse. Euh, Normalement, sur la base de l'ABA devrait pouvoir, comme c'est de l'analyse appliquée du comportement, elle devrait pouvoir s'appliquer dans tous les cas, Mhm. même en dehors des TND, hein, quoi qu'il arrive. Donc, la réponse pourrait être oui, en fonction des compétences de l'intervenant. Une question pour toi, la reine. Donc, alors c'est la reine qui pose la question. Est-ce que dysphasie fait partie d'un trouble cognitif? Est-ce que la dysphasie fait partie d'un trouble cognitif? Alors la dysphasie, c'est du coup un trouble du langage oral et possiblement écrit, hein, si on pose le diagnostic de 10. Il fait partie des troubles du neurodéveloppement. Et donc, oui, on peut avoir des troubles cognitifs associés. En général, on a des difficultés de compréhension orale et écrite, mais dans la lecture, etc. Ok. Et Euh, du coup, sa cousine, l'aphasie, ça peut être aussi parce que alors c'est en fait, ponctuel du coup. oui, alors en fait, l'aphasie, de base, en neuropsychologie, elle est attribuée à l'adulte par le biais, en fait, d'une détérioration on va dire, de la zone cérébrale qui tient le langage finalement. C'est ce qu'on va observer, par exemple, les troubles aphasiques dans les démences de type Alzheimer, mais aussi chez des patients qui ont eu des AVC ou des traumatismes crâniens. Et en fait, on s'est rendu compte que comment dire, l'aspect clinique d'une personne adulte qui avait une aphasie correspondait parfois à des enfants qui présentaient ces mêmes difficultés. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on a parlé du coup de dysphasie, trouble du développement du langage. Ah, c'est passionnant. Ok, d'accord. Et du coup, alors comment ça se, vos questions amènent les miennes, hein. Je suis désolée pour vous, hein. Mais comment ça s'appelle par exemple la personne autiste qui n'a plus accès donc à la fonction cognitive qui lui permet le langage parce que ça y est, le shut est là, donc on parle de shutdown, ok. Mais sur la partie langage, on parle d'aphasie, on parle de Pour dysphasie. Comment? l'autisme, Oui, pour la personne autiste quand, qui d'un seul coup est muette, elle sait plus parler, c'est son cerveau qui n'a plus accès, il sait plus parler. Ce serait du alors, coup quoi? je suis pas expertise dans le domaine. Je sais Hmm. qu'il existe parfois des mutismes sélectifs. Voilà, ok. On appelle ça du Parfois,
Voilà, on peut Ok. parler de mutisme sélectif parce qu'en fait, l'enfant a développé son langage. Alors même s'il a eu ce retard de langage, de développement du langage, peu importe, il a développé la compétence langagière, l'accès à la compréhension est correct. Et puis du jour au lendemain, entre guillemets, on n'a plus de réponse orale. Hmm. On peut parler de mutisme sélectif, mais ça, voilà, je pense que si ça venait à se présenter, enfin voilà, si une famille venait, on discutait de ça, je pense que mon seul regard ne suffirait pas pour parler, pour poser ce diagnostic. Et du coup, alors, tu enverrais vers qui? Alors Ça là, m'intéresse. j'enverrais vers un neuropédiatre. Ok, Ou carrément. Ok. pédopsychiatre, tout dépend, on va dire, du parcours du suivi de l'enfant. S'il est suivi par un pédopsychiatre, qu'il le revoit tous les autant, je dirais là, il faut en parler au médecin qui suit l'enfant, qui est spécialisé en fait dans le développement, on va dire comportemental. Mais parfois, on est sur une réponse comportementale finalement Oui. aussi. Et du Euh, coup, ça me permet de t'interroger toi aussi, parce que comme tu es mhm. neuropsychologue, nous, parents, on a besoin de faire la différence entre neuropsychologue et neuropédiatre ou pour les adultes, en tout cas, neuropsychiatre. Ouais. Alors, moi, je sais qu'il y a médecine entre-temps, mais C'est ça. quand même. Mais pour les parents qui comprennent pas, Ouais. brièvement, très Alors, brièvement, quelle est la très différence? brièvement, alors Ouais. nous ne sommes pas médecins, nous ne prescrivons pas de médicaments, on ne fait pas d'ordonnance, non mais parce que parfois on m'arrive à moi et on me dit mais j'ai besoin d'un renouvellement, mais madame, vous pourrez malheureusement rien faire, je suis désolée. Et du coup ça va en amont, j'arrive à éviter le déplacement des gens, mais on n'est pas médecin. En fait, nous on a fait des études de psychologie et c'est une spécialité en psychologie, la neuropsychologie. Mhm. Et par contre, un neuropédiatre, c'est un pédiatre qui est médecin spécialisé en fait en neuropédiatrie. Il a fait du coup sa spécialisation. Et donc le neuropédiatre, c'est on va dire le neurologue de l'enfant en Oui. fait. Et le psychiatre ou neuropsychiatre. Alors nous dans notre secteur, il y en a pas trop de neuropsychiatres, mais c'est le médecin en fait d'adulte finalement et probablement spécialisé dans les troubles neurologiques peut-être. C'est le mécanicien, quoi. En gros, c'est les Ouais, mécaniciens du cerveau. En c'est gros. ça. C'est Ok. ça. Mais c'est intéressant parce que, en fait, quand l'enfant, par exemple, à partir de 16 ans, les enfants ne rentrent plus au CMP pour voir Ouais. des pédopsychiatres, etc. Pourtant, ils n'ont que 16 ans et ils sont toujours enfants. Et du coup, ils passent dans on va dire, le suivi adulte. Et en fait, chez l'adulte, on propose, du coup, soit j'oriente les familles vers un psychiatre ou un neurologue, en fait. Oui. Donc les neuropédiatres s'accordent à suivre quand même les enfants parfois jusqu'à 18-20 ans. Ça, Ah, c'est ça bien dépend ça. desquels. Ça dépend desquels, Ouais. mais Enfin, oui. ouais. Alors, on enchaîne avec les autres questions. Donc, il y a un bavardage. Caroline qui te dit, Maureen, auprès de qui tu as fait ta formation Barclay? Alors moi j'ai fait ma formation Barclay auprès d'un organisme de formation, alors connu pour certains professionnels médico-paramédicaux, Octopus Formation. Donc et j'ai fait cette formation auprès d'un neuropsychologue à l'époque. Du coup, je suis très contente de l'avoir fait avec lui parce que du coup, il est spécialisé dans le TDAH. Ouais. Dans l'accompagnement et le suivi des enfants TDAH. Et du coup, j'ai eu cette formation par lui. Donc, ça a été très formateur à ce moment-là, parce que en plus, étant neuropsychologue, ça me parlait entièrement. Ah. Alors, je rappelle juste pour les personnes qui sont dans les commentaires, pardon, que sur la chaîne, enfin sur YouTube, ça y est, je bégaye. Sur YouTube, vous avez la conférence du professeur Barclay qui est retransmise et elle est découpée en plein de petits épisodes. Donc ça, c'est plus pour nous instruire, pour comprendre. Il explique toute sa démarche, il explique comment il a construit son approche. Et c'est en petits épisodes, puisque c'est à destination des personnes TDAH. Du coup, il a bien pensé sa conférence. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. On parlait des fratries tout à l'heure, c'est vrai. Alors s'il y a une question qui a été posée, Ouais. merci beaucoup, Amy. Comment est pris en compte dans les guidances parentales la prise en charge des fratries? C'est exactement ça.
Ouais. Alors en fait, on l'inclut clairement dans la prise en charge. Par exemple, dans Barclay, la fratrie a toute sa place. Les outils qu'on développe, que le parent va essayer de mettre en place pour son enfant qui présente ce besoin pour lequel il suit cette, on va dire cette formation entre guillemets, peut être appliqué à la fratrie. Et c'est même, enfin, c'est très conseillé justement, c'est d'inclure les fratries pour éviter qu'il y ait exclusion, etc. Après, en psychoéducation, j'ai déjà eu donc des parents qui sont venus à la restitution du bilan. On a fait notre restitution du bilan, on parle du mécanisme de fonctionnement de l'enfant et ils me demandent est-ce que la prochaine fois je pourrais revenir avec un tel, un tel, un tel. Et c'est hyper intéressant quand il y a un investissement comme ça familial, ça devrait pouvoir se faire de façon systématique. Et ça, moi, j'en parle aux parents en disant n'hésitez pas à reprendre ce qu'on a dit là auprès des frères et sœurs, auprès des grands-parents. Après, ça, c'est un grand sujet. Quand je fais mes groupes, justement, c'est sur finalement l'impact des familles sur notre comportement en tant que parents et le comportement de mon enfant. Mais si il y a cette possibilité, il faut en parler. En tout cas, c'est pris en compte. Ouais, On y travaille. j'allais te demander, dans les ateliers que tu organises, est-ce qu'il t'arrive d'avoir aussi la fratrie ou un membre de de la fratrie qui participe aux ateliers pour voir, puis en plus ça peut être, comment dire, entre guillemets «formateur» pour le frère ou la sœur, de voir, d'autres enfants qui ne sont pas ni son frère ni sa sœur, dans des difficultés similaires. Est-ce que ça t'arrive? Non, alors ça non, Jacques, non, non, c'est alors ça serait génial, mais l'idée c'est que il faut pouvoir, comment dire, ça demande, je pense, un cadre et des limites du Ouais. coup structurées et de pouvoir accompagner l'enfant dans son fonctionnement. Et du coup, alors je suis toute seule à le faire, donc je me dis que si j'avais une collègue quand je travaillais au CAMS, on faisait des séances de psychoéducation, on était deux, donc éducatrice spécialisée et moi, avec des enfants, parfois avec des enfants et leurs parents, et parfois il y avait des groupes fratries. Les groupes fratries, les enfants étaient pris ensemble, mais c'était que frères et sœurs. Et D'accord. c'était hyper intéressant, c'était d'aborder leur point de vue, en fait, le regard sur le fonctionnement de l'enfant, leur frère ou leur sœur, etc. Donc on rebondissait là-dessus. Mais de gérer deux regards, deux fonctionnements différents, je pense que, en tout cas, toute seule, ça serait peut-être pas le, C'est enfin, ça complexe? peut se faire. Ouais, je pense que ça serait complexe Mmh. de pouvoir, on va dire, contenir et rassurer, d'avoir une sécurité affective pour tout le monde. Ça serait compliqué, je pense. Ouais. Euh, Je peux comprendre du coup. Et alors, j'ai d'autres questions. Juste, il y a une question qui vient d'arriver. Donc, quand vous êtes en questionnement sur votre potentiel TSA ou votre potentiel TDAH, il n'y a pas que les centres ressources qui peuvent vous aider dans le diagnostic. Et si dans votre région, et là, s'il n'y a pas grand-chose, il va falloir vous motiver à aller dans les départements et les régions voisins où vous allez pouvoir trouver des aides pour les diagnostics ou même en libéral, justement. Et si vous n'avez pas de diagnostic, vous pouvez quand même déjà envisager d'aller voir un neuropsychologue ou une neuropsychologue pour un dépistage. On parle de dépistage, on parle d'identification, on ne parle pas de diagnostic, sachant que de toute façon, les médecins psychiatres et les neuropsychiatres, tu me confirmeras, ont besoin des bilans des neurologues, des neuropsychologues, pardon, pour justement établir leur diagnostic. Donc, quoi qu'il arrive, vous risquez de vous ouais, faire envoyer vers les neuropsych. c'est ça. Et alors, dans la démarche d'évaluation diagnostique de l'autisme, une des recommandations, c'est qu'un médecin coordonne les soins. Alors, quand bien même dans le TDAH, seul un médecin va poser le diagnostic, mais dans le TDAH, on n'est pas sur une batterie d'évaluation à visée diagnostique. Ouais. Par exemple, la DOS 2 et la DIR, on est vraiment sur les échelles d'outils diagnostiques. Et donc, finalement, on est juste un peu les passeurs de tests. Alors, j'aime pas, là, je caricature vraiment, hein, Ouais. mais l'idée, c'est de ne pas laisser repartir la famille avec son compte rendu en disant, bah oui, bah écoutez, moi, je pense qu'il y a un autisme, mais un jour J, qu'est-ce qu'on fait derrière, comment on coordonne les soins, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Donc c'est vrai que dans l'idée, quand on vient me voir et qu'il y a suspicion de TSA, et parce
que ça fait partie normalement de la recommandation et je suis conventionnée pour le prêt du matériel avec le CRA de ma région, donc le Centre Ressources Autisme, et je les ai questionnés justement récemment sur le fait qu'une famille soit démunie d'avoir une consultation pédopsychiatre, mais c'est indispensable. En fait, ils ont été clairs, ils ont consulté finalement l'équipe pluridisciplinaire dont le pédopsychiatre en disant mais si on fait passer un test sans avis médical derrière, ça n'a pas, enfin, c'est pas recommandé en fait dans ce sens. Bah, Quand bien même ça pourrait aider la famille, mais le but c'est pas de se dire oui c'est ça ou ça. Finalement, c'est comment, enfin, c'est plus difficile que ça finalement en fait. Le test il code positif ou il code pas. Donc qu'est-ce qu'on fait s'il est positif et comment vous êtes vraiment en fait finalement. Ouais, ce que tu expliques, c'est que le test, il est construit d'une certaine façon qui va donner un résultat, mais si on n'a pas accès à un professionnel qui peut aussi tenir compte de ce résultat parce qu'il a une bonne compréhension de ce que ça veut dire réellement, des implications, nous, en lecture superficielle, en tant qu'usagers, parce qu'on parle des patients et autres comme étant des usagers versus les professionnels de santé, en tant qu'usager, on n'aura pas une lecture intéressante. Je reviens à cette histoire de whisky et de QI, c'est ce qui fait que quand on va vous présenter un whisky, vous allez regarder le QI, point. Alors que ça n'est pas du tout révélateur des choses qu'on recherche quand on fait passer ces bilans, justement. Et donc, ce que tu nous expliques, c'est que à la fois, on a besoin du neuropsychologue ou de la neuropsychologue pour les tests et puis pour la retransmission, mais aussi du médecin psychiatre ou neuropsychiatre qui va consolider tous les bilans, parce que souvent, c'est pas que un bilan neuropsy qu'il faut, il y a d'autres bilans. Et donc, la somme des bilans, on a besoin d'avoir une bonne interprétation, et ça, c'est le rôle du médecin. C'est le rôle du médecin spécialisé parce que c'est vrai que parfois on me dit est-ce que mon médecin traitant qui connaît bien mon fils, qui a déjà vu tous les bilans, peut poser ce diagnostic. En fait, je dis toujours il n'est pas spécialisé non plus dans ce domaine en fait d'expertise finalement. Je dis pas qu'il n'est pas compétent, bien au contraire, mais c'est pas non plus ce qui est attendu. En effet, il faut un regard sur le développement psychique, comportemental spécifique pour dire bah oui, avec tous les bilans qu'on a, plus ce diagnostic par exemple, plus la dose, oui, on tend vers un TSE parce qu'on met quand même, alors j'aime pas du tout ça, mais l'enfant dans une case entre guillemets. Et on sait que si le diagnostic est posé à un instant T, il va perdre, c'est tout. Alors après, il y aura, alors dans l'idée, c'est que on le passe une fois, on le repasse pas. C'est en ça où je dis finalement ça a été posé. Même si on est d'accord, on le repasserait peut-être parfois 10 ans après, on aurait plus. Mais en fait, c'est parce qu'on dit qu'on n'a pas levé l'autisme. Mais voilà, on parle du spectre de l'autisme, et c'est pour ça que il y a le côté tout développemental, neurodéveloppemental. Ce qui pose problème à un instant T, peut-être ne posera plus par la suite avec toutes les rééducations. Donc c'est vraiment de questionner le médecin. Est-ce que c'est le bon moment maintenant? Est-ce qu'on n'attendrait pas justement pour pas poser trop tôt? Et si la famille justement arrive toute seule, sans rien, sans coordination, c'est de se dire on pose quelque chose à un instant T. Voilà, peut-être c'était pas tout de suite qu'il aurait fallu se questionner là-dessus. Et c'est pour ça que le dépistage du TDAH ne se fait pas avant 6-7 ans, de manière générale. Oui. Alors en fait 6 ans, alors il peut se faire avant. Le TDAH c'est un peu plus, c'est différent parce que finalement le diagnostic peut être posé est posé sur la clinique. Donc le pédiatre, neuropédiatre, psychiatre, neurologue va poser le diagnostic sur la clinique. Il remplit les symptômes depuis autant de temps. Oui, je suis sur un TDAH. Faut que les symptômes soient apparus avant 12 ans. Donc ça c'est un des critères. Et il y a 18 symptômes, si je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Et on n'est pas obligé de réaliser les tests. Neuropsychologique. Et en fait, si moi ils arrivent avant 6 ans, en soi, je dis toujours, il y a le côté environnemental, développemental, il faut qu'on prenne tout ça en compte avant de se dire, bah oui, en fait, on est possiblement sur TDAH. Et à partir de 6 ans, on peut proposer, nous, les tests, parce qu'ils sont normés à partir de 6 ans. Donc c'est pour ça qu'on a ce point d'appui de cet âge-là. Mais le médecin, j'ai déjà quand même des pédopsychiatres qui ont déjà posé ce diagnostic avant 6 ans, clairement. Oui, nous, ça nous surprend parce qu'effectivement, on reçoit des recommandations et on sait que quand on a des parents qui viennent nous voir, ah, moi j'ai reçu un diagnostic de TDAH chez mon enfant à 4 ans, on est un peu étonné parce qu'on dit, mais quand même, les signes, les marqueurs du TDAH, c'est aussi les marqueurs d'un cerveau jeune,
tu vois, Oui, 3-4 ans, oui, donc c'est difficile oui. de déceler. Mais c'est vrai que si il y a tout l'environnement, donc moi je pourrais ajuster aussi mes réponses, ce qui est génial, c'est que quand on tient compte de tout l'environnement, c'est vraiment un indispensable. Oui. Mais c'est vrai que alors c'est ça que je voulais dire aussi quand tu dis, je rappelle, hein, quand tu dis que les examens que vous faites passer, enfin les tests que vous faites passer sont normés pour 6 ans, ça veut dire qu'ils sont construits Oui, pour répondre versus un cerveau maturé à 6 ans. tout à fait. Je parle d'un cerveau comme si c'était un C'est ça. fromage. Maturé à point. Mmh. C'est ça. En gros, voilà, mais je Exactement ça. vulgarise. Ouais, C'est la mais c'est vulgarisation des concepts. exactement ça. C'est parfait. On est un pays de fromage, on va comprendre ça. Oui, oui, Euh, oui. alors, il y a une personne qui demandait tout à l'heure, donc qui a eu un diagnostic de TDAH et qui te demande, je crois que c'est une personne adulte, qui te demande, comme il y a une suspicion de TSA, est-ce que toi, en tant que professionnel, tu recommandes quand même de faire le dépistage du TSA? Alors, tout dépend. Là, encore une fois, hein, dans le TSA, je reviens toujours sur le côté. Alors, quand la personne est adulte, qu'elle se questionne sur son propre fonctionnement, avec voilà ce qu'elle a pu lire ou ce qu'elle peut constater, c'est tout à fait légitime de voilà de se dire est-ce qu'on le ferait ou pas. Là, on peut avoir vraiment cette discussion. De l'intérêt du test, qu'est-ce que ça va venir changer en fait de savoir si je suis TSA ou non. Ouais. Qu'est-ce qui fait penser? Et là, encore une fois, hein, finalement, ça serait le médecin qui dit, bah oui, en effet, avec tout ce que vous rapportez, il serait pertinent de faire ce bilan. Oui. Mais moi, spontanément, je n'en parle pas s'il n'y a pas ce questionnement du parent ou de la personne qui présente potentiellement ce TSE. Et du coup, alors toi, tu recommandes de faire comment? Est-ce que tu recommandes plutôt d'aller voir le neuropsychologue en premier, qui va dire, bon, bah, ok, très bien, on va faire des bilans, mais il faut quand même que vous alliez voir le médecin, donc le médecin spécialiste? Ou Mhm. est-ce que tu recommandes plutôt de dire, avant de venir me voir, allez voir le médecin, parce que quand on va prendre contact avec toi pour un rendez-vous en disant, ouais, j'ai l'impression que je suis un peu, ou j'ai l'impression que mon enfant est TSA, TDAH, ou je sais pas, il y a un truc. Est-ce que toi, tu recommandes d'emblée d'aller voir le médecin spécialiste, puis qu'on revienne te voir, ou l'inverse? Alors en fait, ça va vraiment encore une fois dépendre des besoins et des difficultés rencontrées par l'enfant et ses parents. En Hmm. fait, on va prioriser finalement ensemble de savoir est-ce que là les difficultés rencontrées sont plus de l'ordre par exemple de l'inattention, de la pulsivité, du manque d'inhibition et du coup les parents ont un besoin concret. Bah oui, mais comment je fais au quotidien les crises de colère, de frustration, puis Hmm. il est pas du tout attentif et les devoirs, puis à l'école. Là, on sent que le besoin est par exemple plus attentionnel et que le bilan de l'attention, on n'a pas besoin spécifiquement de l'avis d'un médecin pour réaliser ce bilan. Et ce Hmm. bilan a pour objectif de statuer des besoins ensemble et de dire bah voilà, en effet, on a ce déficit dans tel domaine. On évalue par exemple toutes les compétences attentionnelles, visuelles, auditives, divisées. On se rend compte des forces qu'il a, des faiblesses et on adapte les outils à la maison, à l'école. Hmm. Dans le TSA, s'il y a questionnement en disant oui, mais c'est là où c'est plus complexe. Oui, mais du coup, il a pas de copains, il a du mal à aller vers les autres, il aime pas le bruit. Bah, on sait qu'en fait, finalement, on peut avoir cette hypersensibilité sensorielle sans TSA. Et Hmm. que du coup, est-ce que c'est réellement un problème au quotidien? Ça, oui, on sent que c'est une difficulté. Ça peut être secondaire au TDAH. Hein. Si je suis Ouais. hyper impulsif, que je cours partout, que je pousse tout le monde, bah, les copains à l'école, ils en ont peut-être un peu marre de se faire pousser. Entre guillemets, Attends. Vas-y. Excuse-moi, TikTok a dit ouais. donc, ouais. Et donc, on réfléchit ensemble de qu'est-ce qui bah, est plus du TDAH ou du TSA. Si par contre, en effet, il y a des comportements en fait très ciblés qui soulèvent du mécanisme du TSA, hein, par exemple très stéréotypé, mais à côté de ça, encore une fois, si le parent me dit, écoutez, il y a une grande anxiété
d'anxiété, on a développé une phobie scolaire, il veut plus y aller, etc. Bah, en fait, là, le regard médical, il est indispensable. C'est-à-dire Ouais. qu'on est arrivé à un stade où la simple question de se dire qu'est-ce qu'on fait, bah, finalement, ça suffit pas vers quoi Mm. on part. Donc, s'il y a un impact vraiment sur, on va dire, la santé, la sociabilité de l'anxiété, voire de la dépression qui arrive, l'avis du médecin est indispensable avant de faire ce bilan TSA. Pas TDAH forcément, même si on prend en compte l'anxiété, la dépression, etc. D'accord. Mais TSA, puisque si je suis déprimée, dépressif, on sait aujourd'hui que ça peut avoir un impact sur les résultats. Bah oui, bien sûr. Ok. Donc, c'est le regard du médecin, en effet. D'accord. Donc, on reprend. Si c'est suspicion TSA, là, on va vraiment voir les urgences. En gros, on va évaluer les urgences pour savoir par qui on commence. Pour le TDAH, finalement, c'est égal, si je comprends bien. Ça peut être, on commence par toi ou on commence par le Oui, médecin. oui. Si les familles Ok. ont accès à un médecin rapidement, ils Hmm. peuvent aller voir le médecin. Maintenant, Ouais. le médecin, l'objectif, ça serait de poser le diagnostic. Si ils ne veulent pas forcément, alors s'ils veulent savoir, c'est bon. Mais s'ils veulent en plus des outils pour l'école, parce que l'école ça va pas, etc. Ça, c'est le neuropsy qu'il faut aller voir. D'accord. Ok. Euh, Et qu'est-ce que c'est pour toi? Et après, je reprendrai une autre question de la foire aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions parce que on va finir le live dans 13 minutes, très exactement. Donc, vous avez un peu moins de 13 minutes pour poser vos questions dans le cadre de la foire aux questions. Je rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre que Maureen est neuropsychologue et qu'on est là pour bien comprendre son métier et surtout son intervention dans le cadre du TSA et du TDAH. Donc, le TSA, c'est l'autisme, hein. Euh, pour toi, c'est quoi une situation d'urgence? Vraiment, quand tu as des parents qui viennent te voir et dire on a un truc. En plus, il faut que le parent sache te dire là, il y a un trouble anxieux. Tu vois, donc, qu'est-ce qui sont pour toi les trucs, pas d'autres termes, qui te font dire ça sent l'urgence? Bah, par exemple, un enfant qui arrive alors un très jeune enfant, mais qui arrive à un certain âge que l'école a envoyé parce qu'ils sont très inquiets sur une situation, par exemple. Le parent sait que oui, l'enfant a des difficultés dans son développement, mais voilà, ça reste le parent avec son regard de parent et ses attentes aussi de se dire que bah peut-être avec le temps ça passera. Et finalement, en fait, on arrive là et on voit que bah l'enfant présente des particularités comportementales, émotionnelles, et puis que sur l'aspect cognitif, bah finalement, dans les apprentissages, par exemple par le biais de l'école, ça se met pas en place correctement. Hmm. Et donc là, on se dit, bah mince, en fait, il y a quand même des besoins un peu pluridisciplinaires. Peut-être qu'en effet, le diagnostic d'autisme sous-jacent, parfois c'est pas clinique, mais parce qu'il y a une part environnementale et tout ça, parfois très importante. Alors, je parle de ça quand les enfants sont très jeunes Oui, et d'accord. qu'il arrive à l'école, qu'il a eu peu de stimulation, etc. Moi, les situations d'urgence, c'est les situations où finalement on se rend compte que l'enfant n'est pas accueilli à l'école pour le temps qu'il faudrait, que les parents, bah finalement, ils arrivent comme des parents à qui on a dit allez consulter, ça va pas à l'école. Et Ouais. puis finalement, on les questionne, ça va pas à la maison, mais en fait, bah finalement, ça n'allait pas. Mais c'est tout, quoi. On vit notre quotidien. Et là, ça nécessite un regard pluridisciplinaire d'emblée. Donc là, D'accord. j'oriente les familles soit en fonction de l'âge vers les structures adaptées Mhm. ou les plateformes de coordination et d'orientation maintenant qui arrivent c'est les PCO hein, Ouais. qui arrivent à coordonner du coup des soins avec des professionnels libéraux conventionnés. Ou après, c'est quand l'enfant, bah, il est grand et en fait, on se rend compte qu'on a laissé passer quelque chose parce que, bah, finalement, soit, bah, c'est l'histoire de la vie, quoi. Il y a d'autres Ouais. fratries, il y a des enfants qui ont plus de besoins et puis, bah, finalement, ça allait et les parents ont beaucoup d'exigences, voire pas du tout. Et du coup, bah, finalement, on arrive au collège et en fait, ça va plus du tout. Et là, l'enfant a un trouble anxieux, voire développe une anxiété sociale, phobie scolaire. Et là, en effet, c'est cette situation d'urgence, entre guillemets. Hmm. Malheureusement, les structures sont complètement bouchées, moi dans mon Saturé. secteur, Ouais. saturées. Hmm. Et donc, j'invite fortement les familles à se dire que le bilan psychométrique va rien changer là tout de suite, maintenant, à leur vie. Et Hmm. que du coup, la priorité, parce que l'enfant bah, ne mange plus correctement, ne dort plus, ne va plus à l'école, alors qu'il travaillait bien, entre guillemets, jusque-là, Mhm. c'est de se dire que oui, même s'il a toujours eu, on va dire, été agité, trouble de l'attention, etc., peut-être qu'il a un TDAH sous-jacent. Oui, Mais oui. au premier plan, quand même, c'est son besoin psychologique, sa santé mentale. Et du coup,
Ah C'est oui, là c'est compliqué aussi parce qu'effectivement une personne qui a comment dire un TND peut aussi être comme n'importe quelle personne ordinaire confrontée à de la surcharge, à un burn-out et donc ça aussi il faut le gérer, mais en tenant compte de l'aspect TND du coup. voilà. Et c'est pour ça que c'est complémentaire. Le Oui, côté remédiation et TCC, on fait le lien, hein. Mais oui, moi, j'ai une consoeur qui est neuropsy TCC et qui, du coup, elle accompagne certains enfants que je suis sur le plan, on va dire, neuropsychologique, elle en TCC, par exemple, mm, dans ces circonstances-là. Un enfant TDAH top qui a un syndrome dépressif. d'accord. Et Donc toi en donc, fait tu t'es spécialisé d'abord en remédiation cognitive puis en TCC ou égale les deux? alors non, je suis pas du tout spécialisée en TCC. Ah voilà, Mais ok. c'est vrai que c'est alors je lis beaucoup, je me documente, je me forme beaucoup, Mm, mais c'est vrai que je garde ma casquette de neuropsy oui. parce que j'estime ça me plaît beaucoup, mais actuellement mon emploi du temps ne me permet pas de tout faire non plus et j'ai pas cette formation de base et j'estime que mes collègues le font beaucoup mieux que moi enfin voilà, c'est pas ma spécialité. Mm. L'avantage que j'ai, c'est de, on va dire, déceler ces difficultés et le besoin. Et du coup, je D'accord. les renvoie. Ok, bah ça c'est bien déjà. Je me permets de faire un point Et- parce que je vois que les modos, enfin une de mes modos est en train de péter son câble. En même temps, elle est là depuis le début. Je rappelle que on n'a pas le droit de faire de publicité pour les professionnels de santé en France. Donc on ne peut pas dans les commentaires vous dire où exerce Maureen et et si elle a des créneaux ou pas encore pour vous. Vous comprenez, Maureen, elle a vraiment la gentillesse en plus de manière bénévole sur son temps libre de venir nous expliquer parce qu'on a besoin de comprendre pour optimiser un petit peu notre parcours de soins et éviter une errance médicale inutile. Donc, d'ailleurs, Maureen est partie. Ah non, Et et donc, ça, tu sais, ouais. là, En revanche, ce non, que vous pouvez faire, c'est que Maureen est donc présente sur TikTok. Elle fait du contenu aussi sur TikTok. Vous pouvez vous abonner à son compte. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, allez vous abonner au compte de Maureen. C'est simple. Vous appuyez sur le carré à côté où elle apparaît et vous pouvez, du coup, vous abonner directement à son compte. D'ailleurs, c'est gentil. ça me permet de faire de la promo parce que du coup, la promo du compte TikTok, que du compte TikTok. Parce que du C'est coup, c'est gentil. En plus, après une longue absence, je reviens sur ton live, tu vois. ah ouais, mais Donc, ça, c'est génial. Je suis contente. ouais, c'est Je, ça. je suis honorée. C'est au-delà. Je reviens en forme après un long moment d'absence sur TikTok. Tu nous as manqué. Je vais essayer de revenir à Ah, c'est fond. gentil. Alors, la question suivante, et je pense qu'on aura le temps pour une ou deux questions supplémentaires. Donc, soyez, comment dire, Concis. concis. Voilà. Ouais. Alors, non, alors, cette question, elle va être traitée assez vite. On nous demande quel est le test pour déceler le TDAH. On en a un Alors, peu grandement parlé, mais bon. Alors, le test, alors je dirais pas qu'il suffit d'un test, il faut un entretien clinique avec le parent, l'observation clinique de l'enfant, des questionnaires adressés aux parents et aux enseignants et pourquoi pas à l'enfant, et du coup des tests cognitifs. Donc il y en existe plusieurs, mais par exemple il y a la batterie d'évaluation de l'attention chez l'enfant. Mais Oui. c'est tout ça réuni qui vont nous faire tendre ou pas vers une hypothèse diagnostique de TDAH. Voilà. Bah, du coup, je pense que la personne qui a posé la question va mieux s'orienter. Mais moi, ça éveille une autre question aussi en moi. Depuis 2023, le DSM-5 estime que désormais, il y a toujours de l'hyperactivité, même quand la personne moi, j'aime bien dire ça, quand la personne ne s'accroche pas au rideau. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, encore une fois, brièvement, comment ça peut se matérialiser une hyperactivité qu'on voit pas? Alors l'hyperactivité qu'on voit pas, on peut avoir ce besoin de manipuler, toucher, bouger régulièrement les doigts, les mains, les pieds. C'est des choses qui sont pas forcément cliniquement visibles, quoi. C'est pas l'enfant qui court partout ou qui s'accroche au rideau, en effet. Oui. Euh, on peut avoir ce besoin de se lever régulièrement, en fait, de tourner sur sa chaise. Par exemple, je tourne beaucoup sur ma chaise, mais le besoin de bouger régulièrement, de se lever. Finalement, on va aussi aller chercher cette évaluation, cette hyperactivité. Alors, motrice, on peut avoir aussi un peu cognitif parfois où les idées, voilà, on a du mal à faire le tri, à les sélectionner, à planifier, organiser ses pensées, enfin voilà. Mais là, quand on parle d'hyperactivité, d'impulsivité, dans le diagnostic du TDAH, on est sur le trouble moteur.
par le côté Ouais. moteur, bouger beaucoup, etc. Mais voilà, c'est des choses où on bouge, on manipule, on touche, etc. Je ris parce que j'ai Amy, tu sais, qui est ma modo et qui fait aussi de la sensibilisation à la santé mentale, qui a eu un événement parce que sa fille lui a coupé les cheveux au coupe-ongles pendant qu'elle faisait sa sieste. Donc elle dit, voilà, ça peut être un enfant qui te coupe les cheveux au coupe-ongles. Voilà, oui, alors c'est ça, c'est toujours en train de faire quelque chose finalement. Oh non. J'espère que c'était rattrapable. Mais en Le effet, coupe-ongles, mais du coup, c'est très créatif, encore une fois. c'est ce qu'elle a dit. Ah bah ouais, c'est magnifique. L'idée, elle est magnifique. Ça coupe des ongles, ça coupe des cheveux, pourquoi pas. Bah, ouais, ouais. Et puis En fait, là, c'est le manque d'inhibition. J'ai eu l'idée, ça coupe des ongles, ça coupe quoi d'autre, quoi. Maman fait sa sieste, elle est à côté de moi, je vais couper ses cheveux, quoi. Donc, si vous avez un enfant qui vous coupe les cheveux avec un coupe-ongles, posez-vous des questions. c'est ça. Ou Dernière qui tire ses question. vêtements, vous voyez les fils. Des fois, les enfants, eh ben, ils sont là, puis ils ont retiré tous les fils, tous les boutons. Il n'y a plus de boutons et on se dit, bah oui, mais ils courent pas partout. Oui, mais en même temps, tous ces gilets, ils ont plus de boutons. Donc, à un moment donné, ils tripotent tout quand même. Ah voilà, c'est ça. Euh, Le, le, par exemple, la fermeture éclair de la NORAC pendant cette période oui, hivernale, si bah elle est oui, mâchouillée, bah vous oui. avez l'information, hein. Ok. Dernière question. Qu'est-ce qui change d'être diagnostiqué TDAH, notamment au niveau scolaire, nous demande Julie. Alors, ce qui change, c'est si, on va dire, l'équipe enseignante repère des fragilités sur le plan du comportement ou un impact sur les apprentissages, en disant oui, mais il est inattentif, il écoute pas, il termine pas son travail, il rate une question, il va pas au bout, il se lève beaucoup, il parle sans lever la main, etc. Plutôt que d'attribuer ça au fait que ce soit un mauvais garçon, mauvaise petite fille qui n'écoute pas et qui voilà qui fait exprès parce que la dernière fois il a su le faire et là il ne le fait pas, c'est de se dire que le bilan va être un outil pour justement que l'équipe enseignante prenne en compte ce comportement-là et s'ajuste aussi aux besoins de l'enfant. Mm. Et donc, s'il y a des répercussions sur les apprentissages, c'est de développer des outils pour pallier à ça, hein. Si on sait que de le faire écrire la poésie, il est plus du tout attentif après, alors en fait, il écrit 3 lignes, il écrit ce qu'il peut, il colle sa poésie et il est attentif à la poésie. On adapte en fonction des besoins de l'enfant et surtout des besoins scolaires à ce moment-là. Et par exemple, moi j'avais vu il y a longtemps, bien avant d'avoir le diagnostic de mon fils, comme quoi, un reportage où on découvrait, alors on les appelait à l'époque des enfants hyperactifs, juste ça, il Oui, n'y avait c'est ça, pas ouais. autre Ouais, ouais. chose. Et on préconisait à une famille de faire apprendre ces leçons à l'enfant, soit en marchant à quatre pattes, en faisant du slalom autour des pieds de la table, Mhm. soit en mettant la tête en bas. Donc nous maintenant on sait qu'on stimule le vestibulaire, mais du coup en sollicitant un sens très fort, on peut canaliser la concentration. C'est à Ouais, peu ouais, près ce ouais. que tu dis, c'est-à-dire que c'est un aménagement C'est d'apprentissage, quoi. ça. En fait, si l'enfant bouge beaucoup en classe, se lève, fait tomber sa trousse, va toujours au bureau, à la poubelle, on sent qu'il a le besoin en fait de se lever, que c'est non contrôlé et que ce besoin de mouvement peut justement aider à la concentration et favoriser les apprentissages. Ouais. Donc, on va autoriser les déplacements dans le projet du coup d'accompagnement personnalisé qui sera écrit avec l'école, en se disant, ben voilà, je donne une tâche motrice, Mhm. va distribuer les feuilles, tiens, va accrocher ça dehors. On accroche des feuilles partout, on s'en fiche, on le fait Ouais. bouger, mais que ce soit utile et que ce soit du coup ancré dans le fonctionnement de la classe. Ou on met en place, par exemple, alors il y a les fameux coussins picots, élastiques, etc. Mais encore une fois, il faut que ce soit en fonction des besoins de l'enfant. Un enfant qui bouge beaucoup le haut du corps, on va pas lui mettre le coussin au pied. En fait, il Ouais. bouge pas le bas du corps, il bouge le haut, donc on va le mettre sous les fesses. Et inversement, s'il bouge plus les pieds, on va lui mettre sous les pieds. Ouais. Il faut que ça l'aide à se concentrer, il faut pas qu'il joue avec. Donc dans un Ouais. premier temps, s'il joue avec, c'est rien, il va le découvrir, c'est normal. On nous met un coussin sous les pieds, on va rouler avec. Mais il faut lui laisser quand même du temps aussi. Et si par contre on se rend compte que l'outil n'a pas un impact positif, on l'enlève. C'est juste qu'il n'est pas adapté aux besoins de l'enfant en fait. Ouais. Mais ça demande de laisser erreur tout le temps en fait. En effet. Et moi, j'ai une Mais dernière question bonus. Bah, après, il y a des aménagements. Enfin, pour compléter oui, ta réponse, il y a des aménagements. Il y a des classes qu'on ouais, appelle des classes flexibles. Vous pouvez flexible. Ouais. proposer des manches debout. Ce qu'on appelle un manche debout, c'est une table haute où l'enfant, quand il sent qu'il a besoin de se lever, mais qu'il peut quand même travailler malgré tout, il C'est peut ça. être debout. Et la station debout, ça permet aussi
une meilleure concentration. Moi, j'ai une question bonus pour toi et Ouais. on terminera le live là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Dites-le nous en commentaire, ça nous fera plaisir. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait que des gens disent que oh là là, décidément le TDAH, c'est à la mode, hein. Bah ouais. Alors c'est vrai que c'est une grande mode. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et d'ailleurs, moi, parfois même, les parents arrivent et me disent, oui, mais c'est à la mode en fait. Ouais, L'école insiste et c'est à la mode. Alors c'est vrai qu'on peut avoir parfois, moi je le ressens quand même, pas un abus d'envoyer les familles consulter, mais si l'enfant il a le moindre, il a juste bougé le petit doigt, il s'est levé, il a juste coupé la parole une fois et qu'on pense que bah oui, des notes de la classe et qu'il rentre pas dans les clous et qu'on l'envoie consulter, voilà, c'est tout l'intérêt de l'entretien initial, vraiment l'entretien ouais, clinique est primordial pour justement faire le tri entre est-ce que c'est du développement normal ou mm, du développement TND. Mais du coup, ce qui est intéressant dans l'effet de mode, je le mets entre guillemets, c'est qu'en fait, je pense qu'on est plus sensibilisé aussi à ça. Et la sensibilisation, bon, soit ça peut avoir des effets parfois négatifs, hein, je sais pas, la comment dire, la surconsommation. surconsommation des rendez-vous, etc. Ah Mais oui. c'est surtout de se dire qu'en fait, on offre aussi une chance, une possibilité à l'enfant qui présente un vrai TDAH Mm, d'être compris, accompagné en ce sens. ouais. Donc, Alors, est-ce que c'est pas parce qu'on est mieux armé aussi pour faire du dépistage, finalement? bah, alors je pense parce que finalement voilà la haute autorité de santé en parle, c'est quand même un problème de santé publique, alors moins important au premier plan que le TSA hein, finalement, Ouais, mais ça rentre quand même dans l'idée. Alors après il faut pas avoir justement les réseaux sociaux, parfois ça a un effet négatif dans le sens où on tombe sur des vidéos et on a l'effet Barnum, ah bah oui ça c'est moi, c'est forcément ouais, moi, je dois être TDAH c'est sûr. Alors possiblement, mais en fait, si jusqu'à présent on a vécu notre vie très bien et que tout va bien et que oui, j'ai un trait de personnalité 2, ben, est-ce que ça vaut le coup vraiment de consulter ou pas? Alors, la personne, si elle ressent le besoin de consulter, elle consulte, bien évidemment. oui, oui, Mais ça peut aussi lancer parfois des idées aux personnes et de se dire, oh ben, en fait, mince, j'ai peut-être pas un fonctionnement typique et du coup, peut-être que c'est ça, ça expliquerait ça. Si ça soulève des questionnements chez l'adulte et l'enfant, allez-y. Mais on est plus informé, plus sensibilisé, mais il faut aussi voir, enfin voilà, les bonnes personnes, certains enseignants. Alors moi, j'adore travailler avec les écoles, hein, mais ouais. parfois ils disent aux familles, mais c'est sûr, il est TDAH. Oui, Et moi bah oui, aussi, il est TDAH. je note cette tendance aussi, hein, parce que bon, les élèves, enfin les classes, elles sont saturées, on a 30 élèves, des moyens réduits, donc forcément, ça se ressent sur les élèves et on a plus d'agitation, on a moins de cadres, donc à un moment, c'est difficile. Et je trouve que aussi, je suis assez d'accord avec toi, le constat de se dire, ah, tu m'as coupé la parole 3 fois, bah tu serais TDAH. Enfin, Bah il y oui, en a, c'est la bah mode, oui. quoi. Ouais, C'est enfin, ça. c'est la mode. Donc c'est vrai des fois les familles repartent sans bilan. C'est là où Mm, finalement les parents me disent bah non à la maison en fait moi ça me pose pas de problème. Bah c'est mm. génial en fait, tant mieux. Vous êtes adapté à votre enfant et à son fonctionnement. Et en classe il travaille bien. Et en fait plusieurs fois on m'a quand même dit qu'il était pas attentif. Oui, Ouais, bah oui, mais est-ce que c'est tous les jours, tout le temps? Et là, on regarde la fréquence. En fait, bah, il a le droit de pas être attentif parfois. Peut-être qu'il est sous-jacent, ce TDAH. Mais aujourd'hui, il n'impacte pas sa vie quotidienne et sa scolarité. ouais, Donc, on ouais, va pas aller explorer si le parent juge qu'en effet, ça va en fait. ouais. Bon, en tout cas, Maureen, je vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que là, c'est quand même un dimanche après-midi. Donc, c'est normalement le temps des familles. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pris ce temps Merci à toi. pour faire cette nouvelle interview. Cette fois-ci, je vais faire le maximum hein, pour bien m'assurer que le replay sera posé sur YouTube. Vous pourrez revoir ce replay très prochainement sur ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio. En attendant, allez vous abonner au compte de Maureen pour en savoir davantage. Je vous remercie Merci à à toutes les vous. personnes qui ont commenté que ça vous a plu, que ça a été instructif. C'est motivant. Merci beaucoup. Merci aussi Caroline d'avoir été un bon soutien aussi sur certains aspects enfin sur les bonnes questions à poser quoi, tout simplement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci Merci à beaucoup. tous. À Merci à toi bientôt. surtout. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Alors attends, mon bouton à moi, il est loin.
Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains replays. À bientôt!